Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SummerSlam 2022. Et on débute sans perdre de temps ce show avec Bianca Belair qui défend son titre de championne d'Euro face à Becky Lynch. Avant cela, je précise que on est le lendemain, j'ai dormi que seulement quelques heures, voilà, pour les nouveaux. Voilà, ceux qui sont là depuis un moment, vous savez que je suis pas toujours très précis dans ces moments-là, les moments d'après PLE. Voilà, j'oublie certaines choses, donc on est plus sur de l'émotion, sur un ressenti que sur une analyse vraiment de qualité avec beaucoup de détails. Ça, je l'avoue, ça c'est clair et net. Mais du coup, donc, on a ce match qui va durer une quinzaine de minutes. J'ai noté quelque chose, hein, comme d'habitude, je prends des notes pendant les matchs. Comme je dis souvent, moins il y a de notes, plus ça veut dire que le match était bon. Et il n'y a pas vraiment de notes sur ce combat, plus sur l'après-match, mais ça on en reparlera. Comme je disais, c'est 15 minutes de combat. Je trouve que le début de match est un peu timide. On sent que les deux sont peut-être un peu tendus. D'ailleurs, les deux qui ont de superbes tenues. J'adore vraiment les tenues des deux. Surtout ce côté, comme d'habitude, hein, l'opposé. C'est-à-dire qu'on a Bianca Belair vraiment en bleu, Becky Lynch en rouge. Voilà, toujours l'opposé. C'est toujours important, je trouve, dans le catch d'avoir deux catcheurs qui ont deux tenues bien différentes pour bien les différencier. Surtout, voilà, qu'on comprenne. Voilà, ça, c'est son ennemi. Ça, c'est clair et net. Voilà, donc on a 15 minutes de match. Le tout début de match, ouais, très timide dans le sens où il n'y a pas des approximations, mais presque. C'est-à-dire qu'on se cherche un peu, on tâtonne un peu, je trouve, au début de match. Et après, dès que la machine est lancée, dès que Bianca Belair et Becky Lynch sont lancés, bon, on a un grand match. On a un grand match parce que les deux ont une alchimie folle, vraiment. Et ça se voit que c'est pas la première fois qu'elles se rencontrent parce qu'elles arrivent à ressortir de certaines prises, de certaines manœuvres où tu dis, ok, comment elles vont faire? Comment elles vont se sortir de ça? Et ça passe très bien à chaque fois, c'est très fluide. Donc ouais, alchimie de malade et je suis pas du tout déçu, hein, j'attendais beaucoup de ce match. Je pense pas qu'il est au niveau du match de Mania, parce que je pense que je le mets vraiment au-dessus, celui de Mania, plus le côté émotion, voilà, tout ce qu'il y a derrière. Mais je pense que c'est quand même un très bon match. La fin de match qui est vraiment bien cool aussi, avec un Spanish Fly porté par Bianca Belair. Et finalement, Bianca Belair qui va enchaîner avec son KOD, hein, son KOD qu'elle fait en sautant, toujours aussi impressionnant. Et donc Bianca Belair qui va remporter ce match. C'était mon pronostic et je pense que c'est vraiment le bon choix. Il faut continuer avec Bianca Belair en tant que championne. Et forcément, on va parler de l'après-match, hein. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'après-match. Le retour de Bayley. Bayley qui fait son retour avec sa musique de heel, hein. Clairement, c'est la musique de heel de Bayley. On n'a pas la musique face de Bayley. Donc on comprend directement dans quel rôle elle est de retour. Et là, grosse surprise aussi, c'est Dakota Kai qui fait son retour et son arrivée, j'ai envie de dire, dans le roster principal. Dakota Kai qui avait été renvoyé il y a quelques mois. Et clairement, au bout de 20 minutes de show, tu ressens l'effet Triple H parce qu'il a ramené Dakota Kai. C'est peut-être bête, mais Vince McMahon n'aurait pas ramené Dakota Kai. Triple H, on le sait, c'est une de ses superstars favorites du côté de NXT, Dakota Kai. Et il l'a ramené et c'est pas anodin. Et il va ramener qui aussi? Une certaine Io Shirai. Io Shirai qui change de nom, qui s'appelle Io Sky. Pourquoi pas? Franchement, c'est pas un nom qui me dérange, je le trouve plutôt stylé comme nom. Et là aussi, hein, influence Triple H clairement qui se fait ressentir sur ce combat et sur cet après-match. Parce que vraiment, Io Shirai et Dakota Kai, tu peux pas faire plus NXT que ça. Pour ceux qui ne savent pas, hein, Io Shirai est peut-être l'une des meilleures catcheuses au monde. Voilà, et elle était blessée depuis un moment, on ne savait pas si elle allait quitter WWE, si elle allait rester à NXT. Et bah là non, elle va être dans le roster principal. Finalement, on va avoir un petit face-off entre Belair et Becky Lynch, hein, qui va se mettre face aux trois. Donc Becky Lynch qui va possiblement se mettre en face. Et on va voir à Raw si quelqu'un va s'allier avec elle pour avoir réellement un 3 contre 3. Bref, ça donne très envie de voir la suite. On enchaîne avec Logan Paul face à The Miz, un match de 14 minutes. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire, hein. J'attendais beaucoup de ce match, j'attendais beaucoup de la prestation de Logan Paul. Il n'y a rien à faire, il est fait pour ça. Il est fait pour ça. Il n'y a rien à dire, rien à faire, c'est comme ça. Il est fait pour ce business. Alors, on verra dans le futur, on verra ce qu'il donnera. Mais il est excellent. Il est excellent dans ce qu'il fait. Déjà, athlétiquement, il est incroyable. Il va te sortir 2-3 trucs où tu te dis, ok, il s'est préparé, il est chaud physiquement. Voilà, il va te sortir des standing moonsaults, il va te sortir
2-3 petites prises comme ça où tu te dis ok, c'est bon, Logan Paul est chaud. Et surtout, eh bah, Miz qui est parfait dans ce rôle-là. Miz comme d'habitude en fait. Dès qu'il va affronter on va dire une célèbre, enfin ouais, une célèbre star, j'allais dire, ce qui n'a pas de sens ce que je viens de dire, je suis fatigué. On va dire une célébrité, eh ben, il sait se mettre en retrait. Il sait se mettre en retrait parce que c'est The Miz. Et The Miz n'a pas le meilleur catch du monde, mais il a le catch le plus safe du monde. Et ça, c'est très important avec ce genre de superstar. Donc, c'est parfait. Il va être safe, il va mettre en avant l'autre superstar. Donc, c'est que du gagnant. C'est gagnant-gagnant en fait. C'est vraiment du gagnant-gagnant. On a Maryse et Ciampa qui sont aussi en dehors du ring. On a vraiment des spots plutôt cool d'ailleurs avec Ciampa qui, à un moment donné, on lui demande de partir et il veut pas partir. Ciampa, non, il pose une chaise et non, non, je reste, j'en ai rien à faire. L'arbitre veut que je m'en aille, je m'en vais pas. Finalement, musique de AJ Styles et AJ Styles va faire partir Ciampa. Toujours cool de voir AJ Styles dans un SummerSlam. Voilà, c'est plutôt bien fait. Et finalement, Logan Paul qui va profiter de quelques mésententes entre Miz et Maryse pour remporter ce match avec le Skull Crushing Finale de Miz. Rien à dire, j'ai apprécié ce match. Et surtout, dans les détails, je pense que Logan Paul, dans les expressions faciales, a été incroyable. Et tellement incroyable, et je l'avais dit lors de mes pronostics, au début de match, Logan Paul va se faire huer parce que c'est Logan Paul. Et à la fin de match, eh ben, tout le monde a compté sur le compte de 3 justement de Logan Paul parce qu'ils ont été tous impressionnés, ils ont tous apprécié la prestation de Logan Paul. C'était sûr et certain, je l'avais prédit. Bobby Lashley défend son titre de champion des États-Unis face au détenteur de la mallette Theory. 5 minutes de combat, c'était le match peut-être que j'attendais le moins de la soirée. Et ils ont très bien fait leur coup, c'est-à-dire que vraiment 5 minutes de match, j'en demandais pas plus. Je voulais pas un match plus long, on avait déjà eu ce match à Money in the Bank. Theory, il est sur 7 défaites d'affilée. Il est plus très crédible à ce moment-là. Et Lashley, bah, lui, est très costaud, très puissant. Donc pourquoi en faire un match long? Finalement, vraiment, il n'y a pas grand-chose à dire. Ça sera le match et mon avis le plus court sur ce match parce que c'est une victoire presque simple de Bobby Lashley qui va faire abandonner Theory. Donc Theory qui se retrouve depuis qu'il a gagné la mallette en 8 défaites, 0 victoire. Donc compliqué pour Theory depuis qu'il a la mallette. C'est très très dur pour lui. Il se fait déjà huer par le public. Il perd tous ses matchs. Mais je pense que c'est vraiment le bon choix. On voulait un match court. C'était pas le moment de nous faire un match de 15 minutes. Le public n'aurait pas du tout été investi. Là, sur 5 minutes, ils ont été très très bien investis. Et moi, franchement, ça m'allait très bien. Judgment Day font face au Mysterio. Un combat qui va durer un peu plus de 12 minutes. Alors, j'ai un gros problème avec ce match. C'est que j'ai pas noté grand chose, mais parce que j'ai été énervé. J'ai été énervé pendant tout le match. Parce qu'en soi, c'est du bon catch. Il n'y a pas grand chose à dire. Je trouve que Dominique fait une prestation moyenne. Il fait pas grand chose. Mais Rey Mysterio, comme d'habitude, se surpasse et vraiment très très bon dans ce match. Mais c'est un match sans disqualification qui n'a aucun intérêt d'être sans disqualification. C'est-à-dire que c'est un match 2 contre 2, sans disqualification, mais les catcheurs doivent rester donc à l'extérieur du ring, sur le tablier pour faire les entrées comme si c'était un match tag normal. Les catcheurs à chaque fois veulent faire justement être à deux sur le ring et l'arbitre ne sert à rien. Elle va juste dire, parce que c'est une femme, oui, on la voit de plus en plus cette arbitre femme d'ailleurs, mais je trouve qu'elle est très bien dans son rôle. C'est important, hein. On parle très peu des arbitres, mais en fait, si on n'en parle pas, c'est qu'ils font très bien leur rôle et c'est très bien comme ça. Et justement, là, elle ne sert à rien parce qu'en fait, elle va juste dire oh non, non, rentrez pas sur le ring, mais elle peut pas faire de décompte parce que c'est sans disqualification. Elle est juste là pour donner des avertissements, mais des avertissements qui ne servent à rien parce que tu ne peux pas être puni vu que c'est un match sans disqualification. Un match sans disqualification qui ne sert à rien parce qu'il n'y a pas vraiment d'objet, il n'y a rien, il n'y a pas de. Il n'y a rien en fait. Donc ça sert à quoi? Franchement, c'est la grosse déception parce que, ouais, il y a eu des interventions de Rhea Ripley. Voilà, c'est la seule utilité de ce match sans disqualification. Mais sinon, j'en vois pas. Et sinon, oui, bien évidemment, le retour de Edge qu'on avait vu venir, qui était plus tôt dans la soirée, avait été teasé avec une vidéo. Et donc, qui fait son retour. Alors, un style particulier, Edge, il me fait vraiment penser à Scott et donc Cyclope dans les X-Men, pour ceux qui reconnaissent. Mais vraiment, son style m'a fait vraiment penser à ça.
Et il va porter 2 gros spears, peut-être les 2 meilleurs spears de Edge depuis un bon moment. Vraiment, j'ai trouvé ces spears très impressionnants. Les Mysterio vont en profiter pour finalement enchaîner et gagner ce match grâce à Edge. Comme je le disais, très énervé sur ce match à cause de la disqualification. On est content du retour de Edge. On va retenir cela. Pat McAfee fait face à Happy Corbin. Pat McAfee qui va avoir une belle entrée, qui surtout va avoir une chorale qui va chanter petite insulte sur Baron Corbin. Je trouve ça plutôt marrant. C'est vraiment une chorale qui est juste là pour dire Bombas Corbin. Ok, c'est pas utile, mais c'est marrant. Et finalement, le match va durer 10 minutes. J'avoue, un poil déçu, mais en même temps, je m'attendais. Je m'y attendais à être un poil déçu parce que, comme je l'avais dit, j'attendais ce match pour voir la prestation de Pat McAfee. Et finalement, je trouve que face à un grand gabarit comme Corbin, c'est moins impressionnant, il y a moins de spots cool à faire. Et surtout, Pat McAfee va être à la limite à chaque fois. Vraiment sur ce match, j'étais à 2 doigts de rigoler et d'être un peu, pas gêné, mais disons peur. Parce que quand il doit se projeter dans les cordes, il est à la limite de tomber. À la fin, quand il fait une sorte de swanton, il a à 2 doigts de tomber juste avant le saut et tu te dis que ça peut être dramatique. Voilà, donc il est à la limite à chaque fois, Pat McAfee sur tous ses moves. Ce qui rend le match un peu brouillon. Voilà, c'est un peu brouillon. Happy Corbin ne fait pas grand chose en plus du match. Vraiment, Happy Corbin fait rien pour t'emballer réellement. Donc voilà, c'est un match plutôt moyen, je trouve, dans l'ensemble. Finalement, Pat McAfee qui va profiter encore une fois d'une mésentente avec l'arbitre. Un arbitre qui va être un peu au sol. Et Pat McAfee qui va porter un low blow, un coup dans les parties de Happy Corbin. Il va bien enchaîner avec une belle prise. Vraiment une sorte de sunset flip powerbomb et finalement il va remporter ce match. Donc victoire de Pat McAfee face à Happy Corbin. Est-ce qu'on aura d'autres matchs de Happy Corbin, enfin surtout de Pat McAfee, je pense, mais j'espère qu'on l'aura face à d'autres gabarits que face à des géants comme Happy Corbin. Les Usos défendent leur titre de champion par équipe de SmackDown et d'Euro face au Street Profit. Match que j'attendais beaucoup, un rematch de Money in the Bank. On rappelle qu'à Money in the Bank, il y avait eu un problème avec l'épaule, soi-disant levé, pas levé de Montez-Ford. Du coup, on a mis un arbitre spécial pour ce match, qui n'est d'autre que Jeff Jarrett qui va avoir finalement un rôle important dans ce match, mais pas sur le choix final. Et ça, c'est ce que j'aime, c'est que voilà, dans le match, il va faire 2-3 petites choses, mais sur la finalité, c'est pas lui qui est en cause. Voilà. Et ça, je trouve ça vraiment bien, parce que finalement, on va avoir un match de 13 minutes qui est moins bon qu'à Money in the Bank. À Money in the Bank, on était sur un très grand match, mais on n'est pas sur le même format de match. À Money in the Bank, c'était un match beaucoup plus long, je crois qu'il fait une vingtaine de minutes. Là, on est sur 13 minutes et surtout, on a les 2-3 premières minutes où c'est très lent et après, vraiment, le match s'accélère et ne s'arrête plus. C'est-à-dire que vraiment, on est sur 2 minutes où je crois que c'est l'un des Usos qui porte une wrestled sur Montez-Ford. Tu te dis ok, au bout de 2 minutes, ouais, ok. Et finalement, après, ça s'arrête plus. Ça s'arrête plus et ça s'enchaîne. Dawkins qui fait une super prestation encore. Vraiment, j'ai presque préféré la prestation d'Angelo Dawkins que celle de Montez-Ford. Vraiment, c'était une vraie belle prestation de Dawkins. Et ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Et ouais, ça s'arrête plus, ça s'arrête tellement plus que ouais, Jeff Jarrett ne suit plus à certains moments pour Montez-Ford. Montez-Ford qui va se frustrer, hein, alors que vraiment, Jeff Jarrett fait vraiment son boulot. Mais voilà, Montez-Ford qui se frustre et qui finalement on perd en lucidité. Les Usos qui vont finalement l'emporter clean, vraiment victoire clean des Usos, hein, pas d'intervention, pas de triche, non, rien de tout ça. Les Usos qui restent champions. On a un petit focus après le match sur les Street Profits qui sont assis sur le ring. Est-ce qu'on part sur une tension entre Montez-Ford et Dawkins? Est-ce qu'on part sur Street Profits qui vont se séparer? C'est très bizarre, on ne sait pas trop. En tout cas, les Usos l'emportent et c'est vrai qu'il n'y a plus trop d'équipes, il n'y a vraiment pas grand monde pour aller challenger les Usos. Donc Triple H, t'as du boulot. Riddle arrive sur le ring via le public, hein. Riddle qui ne doit pas avoir de match ce soir, lui qui a été déclaré non apte à avoir un match face à Rollins ce soir. Et on le voit, hein, il est bandé de partout et finalement il te dit bon, j'en ai marre, moi je veux pas attendre. Certes, je ne suis pas apte médicalement à catcher, mais Rollins vient. Rollins va arriver, hein, Rollins qui n'est pas du tout en tenue de catch. Donc quand même plaisir de voir Rollins à SummerSlam, d'entendre sa musique chantée par le public. C'est bien. Et Rollins, voilà, qui est accompagné de sécurité, mais qui finalement arrive à s'enfuir et finalement
Riddle et Rollins vont s'en mettre plein la tête. Mais Rollins va prendre le dessus et porter un Curb Stomp sur Riddle. Voilà, on continue cette histoire. Clairement, je pense que cette histoire va se terminer à Clash at the Castle dans 4-5 semaines. Le pay-per-view qui a lieu à Cardiff. J'ai dit, ça fait quand même quelques jours sur mes reviews de show que je dis que le show est à Dublin. Non, non, c'est à Cardiff, au Pays de Galles, si je ne me trompe pas cette fois-ci. J'essaye de rétablir les choses. Mais voilà, on continue cette histoire et je trouve ça bien qu'on ait un petit segment lors de ce SummerSlam. J'en ai pas parlé, mais on a eu une promo aussi de McIntyre qui était bien sympa, mais qui est donc le nouveau challenger pour le titre de Universal et WWE. Voilà, 2-3 petits segments comme ça que je trouve vraiment intéressants. Liv Morgan défend son titre de championne de SmackDown face à Ronda Rousey. Alors déjà, rien que sur l'entrée, tu sens que Liv Morgan, elle est giga stressée, elle est presque en larmes sur les premiers pas qu'elle fait. Tu sens qu'à la fin de l'entrée, quand elle arrive sur le ring, elle se ressaisit, elle se dit c'est bon, on arrête les conneries. Je suis Liv Morgan, je suis championne maintenant, il faut assumer. Mais tu sens que quand elle entre vraiment dans le stade, ouais, et j'en avais parlé dans ma vidéo pronostic. Le côté émotionnel va être très important dans ce match et elle l'a géré sur son entrée. Donc je suis très bien, je suis très très content avec ça. On a un match finalement qui va ne durer que 5 minutes et c'est un booking intéressant. Voilà, un booking très intéressant. J'ai remarqué 2-3 petites choses sur les 5 minutes. C'est vrai que Ronda Rousey, son catch est de plus en plus fouillis. Alors, il n'y a pas de fausses notes, il n'y a pas de botch dans son catch. Mais je trouvais qu'avant son départ, avant sa grossesse, c'était fouillé, mais il y avait quand même une ligne directrice. On savait où elle allait. Là, je trouve que c'est un bordel sans nom. Et vraiment, ça part dans tous les sens. Ça peut être bien, mais ça peut être dur à suivre. Vraiment, ça peut être dur à suivre parce que, ouais, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Enfin, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire, mais je trouve que, ouais, ça part dans tous les sens. Et dans le catch, il faut quand même que tu écrives une histoire, tu vois, tu racontes quelque chose. Et donc, tu peux pas te permettre de commencer n'importe où, n'importe comment. Bref, c'est peut-être pas clair ce que je raconte. Dans mon esprit, c'est clair, mais la manière dont je le dis, c'est peut-être pas clair. J'ai remarqué aussi quelque chose, c'est sur les 5 minutes, Liv Morgan parle beaucoup à Ronda Rousey. Liv Morgan qui prend vraiment beaucoup d'expérience, de confiance, qui a l'expérience maintenant et qui voilà, peut se permettre de dire à Ronda Rousey, voilà, fais ci, fais ça. Et ça, je trouve ça bien. Voilà, ça montre que Liv Morgan, voilà, c'est bien, elle est montée au sommet, mais maintenant, voilà, elle est capable sur le ring de contrôler un peu les choses. Et c'est pas mal sur 5 minutes. Mais finalement, on va avoir ce moment où Liv Morgan, depuis le début du match, elle est bloquée dans les soumissions de Rousey. J'adore le fait qu'elle est en combat contre Rousey dans les soumissions, elle a du mal et tout, mais elle s'en sort. Et là, finalement, alors qu'elle est en pleine soumission, elle arrive à faire en sorte que Rousey a les épaules sur le sol. 1, 2, 3, victoire de Liv Morgan qui en même moment avait abandonné. Donc ça se joue vraiment au même timing. C'est bizarre. C'est-à-dire que je pense que c'est un bon choix. Parce que pour WWE, faire perdre Ronda Rousey comme ça, c'est pas bien. Et en même temps, je me dis, à un moment donné, Ronda Rousey, il faut la faire perdre. Il faut la faire perdre clean, il faut la faire perdre normalement. On va avoir le syndrome Charlotte Flair sinon. C'est-à-dire qu'elle ne perd jamais et à chaque fois qu'elle perd, c'est pas de sa faute, il y a une triche, il y a un truc. Non, à un moment donné, Ronda Rousey, elle peut perdre aussi. Je veux dire, c'est pas très grave. Elle a que 3 défaites, là, ou 4 défaites en 2 ans, en 3 ans depuis qu'elle est là. Certes, elle n'a pas été là à temps plein, mais vous voyez ce que je veux dire. À un moment donné, Ronda Rousey, elle a le droit de perdre. Et surtout là, pour mettre en avant ta championne, franchement, ça m'aurait pas gêné que Liv Morgan gagne clean avec une vraie fin. Voilà. Finalement, Ronda Rousey va péter les plombs après match et c'est ce qu'il faut retenir. Ronda Rousey va tourner heel, va s'en prendre à Liv Morgan et va surtout s'en prendre à l'arbitre qui n'a rien demandé, qui va se faire détruire lui aussi. Voilà, une Ronda Rousey qui est en heel. C'est tout ce que je demande depuis maintenant quelques mois maintenant et c'est une très bonne chose pour la division féminine de SmackDown. Voilà, Ronda Rousey en face, c'est moyen. En heel, je pense qu'il y a quand même moyen de faire beaucoup mieux. Et le main event, Roman Reigns défend son titre de champion WWE et Universal face à Brock Lesnar. Un combat qui va durer une vingtaine de minutes. J'ai pas calculé, je l'avoue, mais je crois que c'est une vingtaine de minutes. J'étais tellement à fond dans le match que j'ai même pas fait gaffe. Alors déjà, avant de parler du combat, on peut parler de l'entrée de Brock Lesnar. L'entrée de Brock Lesnar qui va arriver sur un tracteur, enfin il va chercher un tracteur, il va arriver avec ce tracteur et tu sens qu'il va faire des trucs avec ce tracteur, tu ne sais pas quoi, mais tu sens que pendant le match il va y avoir des trucs avec le tracteur. Mais je trouve ça vraiment cool, il est posé sur le tracteur pendant l'intro du match et il va te faire son intro lui-même, voilà, il se présente Brock Lesnar
Et je la trouve vraiment cool, l'intro est tellement loufoque, tellement elle n'a aucun sens. Je veux dire, il est posé sur un tracteur comme ça dans le main event de SummerSlam. C'est Brock Lesnar et ça fonctionne plutôt bien. Bref, comme je le disais dans ma vidéo pronostic, c'était un match que j'attendais énormément parce que le titre de ma vidéo c'était le choc des titans. Et je voulais un vrai choc des titans. Je rappelle que c'est un last man standing match, donc il n'y a pas de disqualification, on peut tout faire. Et je voulais ce match de titans et je pense qu'on l'a eu. Non, bon, je pense qu'on peut être tous d'accord pour dire qu'on a eu un match de titans. On a eu un match de colosses qui s'en ont mis plein la gueule. Que ce soit avec des chaises, des tables, que ce soit, on en parlera de ce ring, voilà, mais que ce soit des coups avec le tracteur. D'ailleurs, le seul moment moyen du match, c'est où finalement Brock Lesnar met Roman Reigns dans sa benne du tracteur. Alors je ne sais pas si ça s'appelle benne, je ne crois pas que ça s'appelle une benne. Dites-moi comment ça s'appelle, j'y connais absolument rien. Mais finalement, il le projette sur le ring, mais c'est pas assez haut, donc c'est pas très impressionnant. C'est presque le seul point négatif de ce match parce qu'après, je me suis régalé. Il y avait une telle intensité, il y avait une électricité dans l'air pendant ce match. Et je pense que c'est le meilleur Roman Reigns Brock Lesnar depuis leur premier match à Mania 31, si je ne me trompe pas, 32, 31. Je pense vraiment que c'est leur meilleur match. En tout cas, c'est celui qui va me rester le plus en tête parce qu'il y a vraiment des moments marquants, il y a des choses marquantes. Bien évidemment, on va avoir les Usos qui vont intervenir. Comme je vous l'ai dit, hein, ça va être très fouillis parce que j'ai noté des choses, mais il s'était passé tellement de choses dans ce match que ça va être fouillis dans mon analyse. Bien évidemment, je m'en excuse. Paul Heyman qui va lui aussi prendre des coups, qui va prendre un F5 de la part de Brock Lesnar sur la table des commentateurs. Ok, pourquoi pas. J'avais parlé de sang dans ma vidéo pronostic. On va avoir du sang. Je crois que le coude de Roman Reigns va saigner, le dos de Lesnar va saigner. Ouais, ça faisait mal à voir. Ça faisait très mal à voir. Le dos de Lesnar, il y avait une belle entaille et ouais, ça faisait très mal à voir. Mais ouais, dans l'ensemble, j'ai trouvé ça fantastique parce qu'il y avait il y avait un rythme de last man standing, c'est-à-dire que tu es obligé de laisser ton adversaire au sol pendant 10 secondes. Mais ça met tellement une dramaturgie dans ce match, ce côté je me relève à 9, je me relève à 9, je me relève à 9. Voilà, Reigns qui va vraiment se relever à 9 pendant toute la première partie du match. Et finalement, la deuxième partie du match, c'est Lesnar qui ne fait que ça. Voilà, lui qui se fait détruire par les Usos. Il y a même Terry qui va tenter de faire son cash-in. Mais ce que j'ai aimé, c'est que ça fonctionne directement pas. C'est-à-dire que les deux sont un peu au sol, mais ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Terry n'est pas assez en confiance. Terry ne fait pas le poids face à ces deux-là. Terry qui se fait directement mettre au sol et il n'a pas cash-in. Hein, je rappelle, il n'a pas cash-in sa mallette. Il a toujours sa mallette. Mais voilà, je trouve que c'était bien de rappeler, il est là, mais pour l'instant, il n'est pas crédible à ce niveau-là. Donc je trouve ça plutôt bien de l'avoir rappelé comme ça. Bon, on en parle maintenant de ce ring. Brock Lesnar qui, avec son tracteur, va décider de soulever le ring. Il va le placer dans une manière que je n'ai jamais vue. Le ring est à moitié surélevé, il est de travers, t'as pas de place. Les commentateurs m'ont fait vraiment beaucoup rire parce que Corey Graves était à l'autre bout, il disait je vois absolument rien ce qui se passe parce que le ring est soulevé. Je vois pas ce qui se passe à l'autre bout du ring. Je vois rien en fait. Enfin, c'était un bordel total et c'est ce que je voulais. Je voulais que ce soit la pagaille, je voulais que ce soit du grand n'importe quoi et on l'a eu. On l'a eu. Je suis désolé, cette image du ring à moitié retournée de cette manière-là, elle va nous rester en tête. Elle va vraiment nous rester en tête et c'est ce qu'il fallait. Il fallait marquer les esprits. Finalement, l'image de fin va marquer les esprits aussi avec un Roman Reigns qui va mettre tous les objets, la table, plein de trucs sur Lesnar pour qu'il reste au sol et Roman Reigns va même se poser au-dessus de cette pile tel le roi qui est au-dessus de son royaume, voilà, qui est sur son trône. Cette image est magnifique. Et Roman Reigns qui remporte ce match et qui donc reste champion. Pour moi, c'est le bon choix. Lesnar en ressort comme une bête, mais j'ai envie de dire comme d'habitude. Et je trouve qu'on a eu vraiment un match fantastique qui restera dans nos mémoires. Bilan de SummerSlam 2022, bilan du premier PLE sous le règne de Triple H. C'était excellent. Vraiment, c'était excellent. C'était un vrai bon show. On voit déjà la patte Triple H sur quelques points. Et je pensais pas qu'on allait déjà voir la patte Triple H. Pour moi, la patte Triple H allait se voir sur les semaines, sur les mois. Mais non, on voit déjà la patte Triple H avec l'arrivée de Dakota Kai, l'arrivée de Yoshirai, certains bookings de matchs. Voilà, on sent que Triple H est derrière et ça fait plaisir. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir devant le show. C'était long, c'était plutôt long. Je crois que ça se termine vers 5h40, un truc comme ça. Donc ça a piqué, ça a vraiment piqué, c'était très long. Mais ça en valait le coup, je trouve, dans l'ensemble. Vraiment, voilà, il y a 2-3 trucs que j'ai pas aimé, hein, vous l'avez vu dans la vidéo.
Par exemple, j'en ai pas parlé, mais je trouve qu'il n'y a pas eu de grosses entrées. Voilà, il y a eu des entrées sympas, celle de Pat McAfee, celle de Lesnar avec le tracteur. Mais ça manquait d'un vrai truc. Je trouve, il y a l'entrée de Edge aussi qui arrive avec le feu, tout ça, c'était bien. Mais ça manquait d'un vrai gros truc, je trouve. Une vraie grosse entrée pour un Reigns, pour un Lesnar, pour une Becky Lynch, pour une Bianca Belair. Voilà, ça manquait d'un vrai petit truc. Mais voilà, c'est vraiment un mini point négatif. Vraiment, si je dois donner une note, eh ben, on sera sur un 8 sur 10. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Moi, je vais aller dormir en espérant que cette vidéo vous plaise. On se retrouve donc dès mardi pour ma review de Raw. Salut, salut!